propose de démarrer. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur et le plaisir d'ouvrir ce colloque organisé par la revue Gestion et Finances publiques pour son centenaire. Je voudrais en tout premier lieu adresser tous mes remerciements à ceux qui ont permis la tenue de cette réunion. Les services de Bercy, que je remercie chaleureusement à travers vous, Madame la Secrétaire Générale, qui allait faire l'ouverture tout à l'heure, services qui ont assuré les inscriptions et facilité énormément l'organisation de cette rencontre. Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à la délégation des finances publiques d'Île-de-France qui nous accueille dans ce bel amphithéâtre et qui nous a généreusement offert l'appui logistique et le savoir-faire de ses équipes. Nous avons été particulièrement touchés et impressionnés de votre efficacité et de votre disponibilité. J'attire aussi votre attention sur le concours de 9 étudiants du AM2 du professeur Mathieu Conan à Paris 1 qui vous ont accueillis, qui sont à votre écoute un peu partout là dans la salle pendant la journée et qui traiteront les questions du chat. Merci à eux. Merci aussi à l'association de soutien de notre revue qui prend en charge les frais du colloque et financera la publication des actes au printemps de l'année prochaine en collaboration avec notre éditeur Lavoisier. Alors je regrette vivement que son président, Michel Leclinch, ancien rédacteur en chef de la revue, ne puisse pas être physiquement parmi nous aujourd'hui. Il le regrette beaucoup et nous aussi. Il est à l'initiative de ce colloque et il a activement contribué à son organisation et je le salue virtuellement pour le remercier en votre nom à tous. Il doit être connecté, je pense. Jean-Yves Rode le remplacera pour animer la 4e table ronde de cet après-midi. Je remercie enfin tous les intervenants français et européens qui viennent aujourd'hui nous apporter leur expertise, parlementaires, élus de grandes collectivités, hauts responsables de Bercy, du Commissariat au développement durable, de l'OCDE et de la Banque de France, universitaires français, italiens, allemands et espagnols, associations d'experts. Je ne les présente pas tous ici, chaque table ronde permettra de le faire. Notre colloque se clôturera par une intervention de Jean Pisani-Ferry qui nous rejoindra dans l'après-midi. Je souhaite enfin la bienvenue à tous les participants sur place et en ligne et j'engage ceux qui sont connectés à poser des questions via le chat. Je leur demande aussi, comme d'habitude, de couper leur micro pendant les interventions. Nous comptons sur vous et sur vos échanges pour éclairer le sujet difficile que nous avons choisi. Un sujet au croisement de toutes les dimensions des finances publiques que nous traitons habituellement dans notre revue, budgets nationaux et locaux, fiscalité, inscription européenne, financement de l'économie. Un sujet d'actualité et d'avenir à la fois parce que l'urgence climatique nous impose de préparer dès maintenant le futur. Un sujet difficile qui révèle les contradictions de l'action publique et la difficulté à donner à la transition écologique la place qui lui revient dans les priorités politiques. Nous nous efforcerons d'éclairer ces problématiques dans 4 tables rondes consacrées aux grandes thématiques de notre programme, les budgets verts, la fiscalité environnementale, les comparaisons européennes, le soutien à l'économie. Je demande aux intervenants de se prêter à des échanges ouverts en privilégiant les interventions courtes qui permettront un dialogue et une meilleure interaction. Les PowerPoints, si vous y tenez vraiment, devront se limiter à 1 ou 2 illustrations significatives. La pause déjeuner pour celles et ceux qui sont ici aujourd'hui et qui le souhaitent se tiendra au Cercle des universitaires du Crous, 12 rue Clément, à 6 minutes à pied d'ici. Nous vous afficherons un plan, nous vous donnerons les indications à la fin de la 2e table ronde. Je vous remercie enfin de respecter scrupuleusement les consignes sanitaires en gardant votre masque, en utilisant les distributeurs de gel alcoolique qui sont mis à votre disposition. Je demande aux intervenants des tables rondes de garder leur masque et de ne l'enlever que lorsqu'ils prennent la parole. Merci. Je nous souhaite à tous une très belle journée de réflexion et d'échange et je vais céder tout de suite la parole à Madame Marianne Barbalayani, secrétaire générale des ministères économiques et financiers, qui va ouvrir ce colloque.
Madame la secrétaire générale. Madame la rédactrice en chef, merci. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à remercier l'équipe de la revue Gestion et Finances publiques et donc sa rédactrice en chef, Madame Lamarque, de l'initiative de ce colloque et de m'avoir invité à cette séquence d'ouverture. Je crois avoir aperçu en visio Michel Leclinge, que je me permets donc de saluer également, ainsi que Jean-Yves Rode qui m'a accueilli, à qui je renouvelle mes amitiés. Je remercie aussi tout particulièrement les intervenants et participants qui sont venus de l'étranger dans ces périodes où les voyages sont particulièrement difficiles. Tout d'abord, je voulais dire quelques mots sur le lien très fort qui unit notre ministère, nos ministères, avec la revue qui fête donc aujourd'hui son centenaire. D'abord parce que cette revue est une véritable institution à Bercy. Elle y fut connue autrefois sous le nom de la Revue du Trésor et c'est donc une référence très précieuse pour les fonctionnaires du ministère, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'activité du ministère, que de pouvoir trouver des traces de l'activité du ministère, de ses priorités, et j'espère que celle dont nous traitons aujourd'hui fera date, car c'est évidemment un point absolument majeur pour l'action du ministère. Également parce que cette revue est reconnue et appréciée, et je crois que c'est particulièrement précieux pour le ministère de disposer d'une revue qui permet ce dialogue, cet échange avec le monde universitaire, avec le monde des élus. Je suis ravie aujourd'hui de voir que les élus participent aux réflexions qui concernent notre activité ministérielle et qui permet donc aux fonctionnaires du ministère de disposer sur la gouvernance financière publique de références, de réflexions, car il est toujours nécessaire de prendre le temps de réfléchir à son action et d'y apporter différents éclairages. Lorsque nous avons fêté l'année dernière les 20 ans du secrétariat général du ministère, nous avons d'ailleurs bénéficié d'un numéro spécial pour lequel nous avions fait travailler un anthropologue qui est venu visiter Bercy, et je conseille à tout le monde de lire le compte-rendu qu'il a fait de sa découverte de notre univers. Si la revue bénéficie d'une aussi grande longévité, c'est parce qu'elle a su faire preuve d'un certain nombre de qualités. Tout d'abord, combiner les approches doctrinales et pratiques. Ensuite, s'adapter, c'est la fameuse mutabilité, adaptation du service public. La revue en est un bon exemple. Et enfin, en traitant de toutes les problématiques, y compris les problématiques nouvelles et émergentes. Et même si on ne peut pas qualifier d'émergente la problématique de l'environnement, son poids dans nos travaux et dans les réflexions et actions politiques a évidemment pris une ampleur très considérable au cours de ces dernières années. Et je pense d'ailleurs que c'est un excellent signal que la revue donne dans ce domaine en y consacrant son colloque du centenaire, et je la remercie et la félicite de ce choix. Le ministère est évidemment un acteur important à bien des égards dans la transformation de notre économie. Tout d'abord parce qu'il dispose d'un certain nombre, voire de tous les leviers pour pousser, accélérer, dans un certain nombre de cas contraindre, la transition de notre économie vers le développement durable qui est évidemment, personne ne songerait plus à le nier aujourd'hui, un impératif absolu. Tout d'abord, en poussant les chantiers de la finance durable, également la fiscalité environnementale, qui fera l'objet, je crois, de la deuxième table ronde de ce colloque, le chantier de la décarbonation de l'industrie, qui est un des éléments clés de l'action de la Direction générale de l'industrie, du développement de l'économie circulaire, du soutien à l'innovation en matière de développement durable, de la réduction de l'impact du numérique en matière énergétique, qui est aussi un très grand chantier, et enfin de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, comme de la prise en compte des enjeux climatiques dans le commerce international.
Voici quelques exemples des leviers dont dispose le ministère et dont il fait usage depuis quelques années, mais avec une amplification certaine récemment. Jusque dans son fonctionnement interne, et c'est là que la secrétaire générale que je suis a un rôle important à jouer, le ministère s'est fixé un objectif d'exemplarité. Nous avons décidé, lorsque le Premier ministre a produit une circulaire sur l'exemplarité des administrations, de nous en saisir et d'en faire un véritable projet pour le ministère, désormais connu sous le nom de Bercy Vert. À cela, au moins 3 raisons. D'abord parce que, comme je l'indiquais, le ministère utilise tous les leviers qui sont à sa disposition pour pousser et accélérer la transformation de l'économie. Évidemment, lorsque l'on agit sur les acteurs économiques, il faut pouvoir, de son côté, être exemplaire et montrer que l'on est en pointe et que l'on s'applique à soi-même ce que l'on demande aux autres de faire. C'est pourquoi il nous a paru absolument indispensable que le ministère puisse s'investir de manière extrêmement proactive dans la mise en œuvre des objectifs de l'État éco-responsable tels qu'ils ont été fixés. D'autre part, parce que le ministère dispose par lui-même et en lui-même de leviers très importants dans son action. J'ai parlé tout à l'heure du numérique responsable, c'est évidemment à nous aussi de le mettre en œuvre, mais il ne faut jamais oublier que nous sommes un acheteur très important. Le ministère est le 3e acheteur public et donc au travers de notre politique d'achat, nous avons un levier direct là aussi pour accélérer la transformation de l'économie. Enfin et surtout, je dirais, nous avons une obligation vis-à-vis de nos agents. Nous avons fait une enquête auprès des agents du ministère et 85% des agents ont indiqué qu'ils estimaient important que le ministère développe et encourage les bonnes pratiques dans son fonctionnement. 90% des agents se sont dit prêts à adopter de nouveaux comportements plus respectueux de l'environnement dans le cadre de leur travail. On voit bien, et je pense que toutes les organisations sont aujourd'hui en face de cette obligation vis-à-vis de leurs propres salariés pour ce qui est des entreprises, mais agents pour ce qui est des organisations publiques, que d'assurer un véritable alignement entre ce que les gens, en tant que personnes, vivent dans leur vie quotidienne, dans leurs convictions et dans leurs valeurs, et ce qu'ils font quand ils sont au travail, ce à quoi ils consacrent une bonne partie de leur temps. Donc c'est véritablement ce devoir dont nous nous sommes saisis et que nous mettons en œuvre au travers de ce programme Bercy Vert. J'espère que vous verrez aujourd'hui à quel point le ministère est investi dans les différentes dimensions des finances publiques vertes. Vous le voyez d'ailleurs au travers de la présence personnelle de plusieurs directeurs et directrices du ministère dans les tables rondes. Je pense que c'est un signal clair de leur engagement personnel et au nom de toute leur direction. Et je suis donc ravie que cette journée permette de progresser. Je pense que c'est une journée de travail aussi et de progresser dans les bonnes pratiques et la manière dont nous pouvons impulser au travers de nos leviers, le premier étant la façon dont nous traduisons les dépenses publiques, et ça va être l'objet de la première table ronde au travers du budget vert, qui est, je crois, sous le contrôle des spécialistes, une innovation française qui aujourd'hui, je l'espère, trouvera des développements notamment en Europe et qui permet effectivement de mesurer l'impact des dépenses publiques sur la transition de l'économie, la transition écologique, ce qui là aussi est un levier particulièrement puissant, oserais-je dire, surtout dans un pays comme la France où l'on sait que la dépense publique est un point, dirons-nous, très important. Je remercie donc Madame Lamarck d'avoir permis cet événement et d'avoir choisi avec les dirigeants de la revue ce thème qui me semble sans égal en termes d'importance dans le rôle que nous avons tous à jouer aujourd'hui au service de nos économies et de nos pays. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon colloque. Général pour ces mots aimables pour notre revue qui s'est construite, effectivement, on s'entend dans une relation
très riche et très fructueux échange avec Bercy. Et merci aussi de rappeler concrètement ce qui se passe dans un grand ministère pour intégrer la dimension verte. Alors, nous allons tout de suite ouvrir la première table ronde. Je vais faire une présentation rapide des différents intervenants. Mélanie Joder, d'abord, directrice du budget. Le budget vert est présenté pour la seconde fois en annexe au projet de loi de finances. La direction du budget est donc en première ligne pour la mise en œuvre de ce projet ambitieux, ce qui a été conduit en relation étroite avec le commissariat au développement durable, dont nous accueillons aujourd'hui le commissaire général, Thomas Le Sueur. Le Parlement a été très actif. Bénédicte Perrol, qui va nous rejoindre en visio, qui est présente déjà, est à l'origine de cette initiative, puisque c'est elle qui a déposé l'amendement voté à l'article 206 de la loi de finances pour 2019, demandant au gouvernement de présenter en annexe au projet de loi de finances un rapport intitulé « Financement de la transition écologique, les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l'environnement et du climat ». Les budgets verts commencent à se développer dans les collectivités territoriales avec le soutien d'I4C et de l'ADEME. Donc nous avons parmi nous aujourd'hui ici Stéphane Perrin, vice-président chargé des finances de la région Bretagne, et en vidéo, il est déjà présent, Bertrand Artigny, vice-président également chargé des finances à la métropole de Lyon. Nous accueillons enfin Morgane Nicole, directrice du programme Territoire à I4C, l'Institute for Climate Economics, qui est l'initiative conjointe de la Caisse des dépôts et de l'Agence française de développement. Morgane Nicole a été auparavant chef de projet énergie-climat à l'AFD. Voilà, merci à vous d'être là. Je vous propose une séquence en deux temps. D'abord, on va essayer d'identifier quelques applications concrètes des budgets verts. Bon, nous savons que c'est tôt, que c'est une initiative encore récente, mais on va quand même essayer de voir un peu quelles leçons on peut tirer de cette initiative importante, et ensuite en tirer quelques conclusions pour voir comment on peut faire évoluer cet instrument, pour passer de la connaissance à l'action, de l'instrument d'identification des enjeux climatiques vers des outils davantage de performance. Donc, premier temps, à quoi servent ou peuvent servir les budgets verts? Madame la directrice du budget, donc le budget vert est une initiative extrêmement intéressante, très complète vu de la France. On a déjà beaucoup écrit dessus, sur sa portée, ses limites, on les connaît. Maintenant, est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment le budget vert a permis un peu d'initier une réflexion et peut-être déjà une autre façon de faire entre Bercy et les autres ministères. Madame la directrice. Merci beaucoup Madame Lamarck, et merci beaucoup pour l'initiative de ce colloque et sur cette table ronde, ce sujet passionnant et tout à fait d'actualité. Alors, le budget vert, c'est quoi d'abord, hein? C'est une cotation des dépenses du budget de l'État et de l'ensemble aussi des dépenses fiscales, hein, donc des niches fiscales, hein, en fonction de leur impact environnemental. Donc, c'est la deuxième année qu'au niveau de la direction du budget, on prépare avec le commissariat général au développement durable un budget vert pour le PLF 21, puis maintenant pour le PLF 22. Et donc, ça consiste à prendre l'ensemble de ces dépenses, à regarder quelle est leur incidence sur 6 grandes politiques environnementales, et ensuite à les coter, ce qui fait que ces dépenses peuvent être favorables, défavorables, mixtes ou bien neutres. Et puis, il y en a certaines que, malheureusement, on ne sait pas encore coter pour des raisons techniques, mais le champ s'étend d'année en année, et on espère bien entendu qu'on arrivera à progresser dans les prochaines années sur ce domaine. Alors, vous me demandiez quelles sont un peu les premières leçons de ces premières expériences, hein, de ces deux premiers budgets verts, et qu'est-ce que ça nous a apporté. Moi, je dirais que ça nous a apporté 4 choses très importantes. La première, c'est que ça nous a permis de faire un exercice énorme de transparence sur le budget de l'État, de transparence et de communication sur la manière dont on construit les politiques publiques. En fait, il y a des questions, quand on fait par exemple des investissements ou des dépenses d'intervention, qui se posent depuis des dizaines d'années sur l'impact environnemental.
Par exemple, quand on construit une ligne à grande vitesse, l'État va la subventionner à partir de son budget. On sait qu'à travers ça, on va développer le transport ferroviaire et donc on va limiter les émissions de CO2 parce que les gens prendront moins des véhicules individuels. Mais on sait aussi que en faisant ces investissements, on va générer des déchets, on va pouvoir éventuellement limiter la biodiversité quand on va construire la ligne. Voilà. Donc on sait qu'on a des impacts positifs et négatifs. De la même manière, quand on va entretenir des routes, on sait qu'on participe à la sécurité routière. La sécurité routière, c'est moins de morts sur les routes. Donc évidemment, c'est très bien pour le bien-être collectif. Et puis en même temps, on sait que quand on fait des investissements de sécurité routière, on encourage aussi les gens à prendre leur véhicule individuel. Donc on peut dire qu'indirectement, on favorise aussi les émissions de CO2. Donc tous ces choix et ces impacts assez contradictoires, ils existent depuis longtemps, sauf qu'ils n'étaient pas explicités. Ils n'étaient pas présentés ni au Parlement ni aux citoyens. Et on sait qu'en ce moment, on a un énorme besoin d'explicitation et de compréhension des politiques publiques et des choix publics. Et le budget vert, je pense que c'est une excellente illustration parce qu'il nous a permis de beaucoup progresser dans ce domaine et donc de montrer ces choix et donc de les communiquer avec, je crois, beaucoup plus de clarté. Ça, c'est le premier point et je crois que ce point est important parce qu'il ne faut pas oublier non plus que cette démarche, elle a été lancée l'année aussi où on a eu la crise des Gilets jaunes et où la demande sociale pour l'explicitation des politiques publiques est extrêmement forte. Le deuxième grand apport, en tout cas vu de la direction du budget, c'est que ça nous a permis de énormément renouveler la démarche de performance dans le budget de l'État et de nous remettre un peu en pointe des pays de l'OCDE dans ce domaine. D'ailleurs, vous savez, on fête cette année aussi les 20 ans de la loi organique relative aux lois de finances. En 2001, la France était très novatrice dans les pays européens en faisant une organisation de son budget par destination avec des indicateurs et des objectifs chiffrés sur chacune des politiques publiques. Et puis cette démarche, elle s'est un peu atténuée dans le temps, elle a été quand même, je crois qu'il faut le dire, un peu déceptive. Et maintenant, avec le budget vert, on a une occasion de renouveler complètement cette approche. On est assez en pointe au niveau de la France sur ce domaine. Et l'OCDE, d'autres organisations internationales s'intéressent pas mal à notre démarche pour essayer de pouvoir l'étendre et la généraliser. Donc, ce qui est important maintenant, je pense qu'on y reviendra ultérieurement, c'est qu'on puisse s'emparer de cette démarche et que, voilà, on la laisse pas sans suite. Le troisième grand apport, c'est aussi, alors on est encore qu'au début, mais qu'on commence à avoir une nouvelle approche dans la construction du budget de l'État. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est seulement le deuxième budget vert, donc il commence tout doucement à être connu, mais néanmoins, on voit déjà que ces cotations environnementales, elles ne sont pas neutres quand la direction du budget discute avec ses homologues des autres ministères pour construire le budget et qu'on commence à regarder les choses. Alors, il y a un domaine dans lequel c'est extrêmement emblématique et ça a été très fort, c'est celui du plan de relance. Quand le gouvernement a décidé de construire son plan de relance pour à la suite de la crise sanitaire, donc l'année dernière pour les années 2021 et 2022, il a décidé d'emblée que sur un plan de 100 milliards d'investissements, il y aurait 30% de dépenses vertes. Et donc là, la démarche a été très différente puisque d'emblée et dès la construction, nous avons bâti le plan de relance avec cet objectif-là et en faisant une cotation environnementale ab initio. C'est très différent évidemment du budget de l'État, j'ai envie de dire ordinaire, avec beaucoup de guillemets, pour lequel on part d'un existant et donc on n'a pas la même approche. Mais sur le plan de relance, c'est vraiment très novateur et je pense que le budget de l'État a quand même beaucoup joué dans ce domaine et cet objectif, il est bien présent et il reste vraiment important dans tous les choix ultérieurs dans l'exécution du plan de relance qui sont faits, puisque à chaque fois qu'on est amené à redéployer des dépenses, ça arrive, parce qu'il y a des choses qui consomment beaucoup d'argent, il y en a d'autres qui consomment un petit peu moins vite que ce qui est prévu, on regarde toujours cet objectif de 30% pour vérifier qu'il est respecté. Alors, sur le reste du budget, on part pas de zéro. Alors évidemment, c'est plus difficile. Néanmoins, on voit là aussi que la cotation environnementale, elle commence à être présente dans des discussions
et que certains budgets qui sont côté vert, qui ont un impact positif, ont beaucoup augmenté au cours des 2 dernières années. Je pense par exemple au programme sur la gestion durable de la forêt et le développement de la filière bois, qui a augmenté de 11% en 2 ans, ou celui sur les milieux et la biodiversité, qui a augmenté de 6%. Donc là aussi, c'est des augmentations qui sont quand même assez fortes. Ce sont des dépenses, des augmentations qui sont bien hors relance et hors plan d'investissement, donc qui sont sur le budget général de l'État. Voilà. Alors évidemment, on n'est qu'au tout début de la démarche. Je ne peux pas non plus vous dire qu'à chaque fois qu'on discute en conférence budgétaire avec d'autres ministères, on s'appuie systématiquement sur le budget vert. Ça va dépendre des natures de dépenses, ça va dépendre des types de discussions, mais néanmoins, voilà, on sent que les prémices sont là et qu'il est possible de capitaliser sur cette démarche. Enfin, le dernier point d'apport, c'est celui d'un enrichissement du dialogue avec le Parlement. Ce budget vert, je vous rappelle aussi que c'est une annexe du projet de loi de finances, c'est ce qu'on appelle un jaune budgétaire, même s'il est vert et pas jaune sur sa couverture, mais c'est bien, vous l'avez rappelé, sur la base d'un amendement parlementaire que ce budget est construit. Et donc maintenant, je crois qu'on est à un moment qui est assez important puisque le document existe, mais pour qu'il prenne toute sa portée et qu'il soit vraiment utilisé très fortement dans le dialogue avec les ministères, il faudrait vraiment que le Parlement s'empare de la démarche. Et je refais le parallèle avec la LOLF. Je vous disais tout à l'heure que la démarche sur les indicateurs des PAP et des RAP a peut-être été un petit peu déceptive. Aujourd'hui, on a l'opportunité que le Parlement pose des questions au gouvernement, interroge les responsables de programme, interroge la direction du budget pour progresser dans cette démarche. Et moi, j'ai envie de dire, mais je laisserai évidemment Dominique Perrol expliquer comment elle voit les choses, mais je pense que c'est un point extrêmement important pour que la progression se poursuive et que les ministères s'emparent réellement de cet instrument pour la construction du budget de l'État. Je ne sais pas comment brancher l'autre micro là. Je vous le rends, je ne sais pas où appuyer. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Je vais peut-être bouger un peu l'ordre prévu en demandant à Bénédicte Perrol, justement. Est-ce que le Parlement s'empare de cette démarche? Vous étiez un peu réservé sur l'appropriation, donc je vais demander à Madame Perrol, Madame la députée, de se brancher, d'ouvrir son micro et sa caméra, et de nous dire quelle est l'appropriation par le Parlement de cette démarche dont vous êtes à l'initiative. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Très bien. Très Super, merci. Bonjour à tous et pardon de ne pas être à vos côtés physiquement, mais ça ne va pas m'empêcher de partager un peu cette expérience budget vert. Alors, je vais être très honnête avec vous et très sincère. On est au tout début et le Parlement s'est très peu approprié finalement cet outil du budget vert. Si je prends l'exemple de ce projet de loi de finances, donc qui est le 2e exercice budget vert, on en a finalement assez peu parlé, si ce n'est dans les discussions générales. Vous savez, c'est les discours que nous faisons au début du projet de loi de finances. Donc c'est vraiment un outil très nouveau dont le Parlement commence tout juste à s'approprier. Peut-être ce qu'il faut dire, c'est que vous le savez, les débats budgétaires sont foisonnants. Donc trouver un endroit, un interstice pour parler du budget vert, ce n'est pas forcément simple. Et puis l'utilité du budget vert aussi, et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est de nous inviter à l'action. Et nous inviter à l'action, on sait que c'est très très compliqué. Si je prends le sujet des dépenses fiscales défavorables à l'environnement, ces crédits d'impôt dont on dit qu'ils ont un impact sur l'environnement, notamment les exonérations, les remboursements sur la taxe que vous connaissez bien qui est la TICPE, dont bénéficient les transporteurs routiers de marchandises, les agriculteurs ou encore le secteur du bâtiment. Faire évoluer et sortir de ces dépenses fiscales défavorables à l'environnement, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire parce que ça implique
des charges très très importantes pour les différents secteurs concernés, et donc verdir ce type de dépenses-là, c'est extrêmement compliqué. Mais néanmoins, voilà, si vous me posez la question de savoir l'appropriation Parlement, ça reste, nous en sommes aux prémices. Moi, ce que je pense, là où on devrait aller dans les prochaines années, c'est peut-être se saisir du printemps de l'évaluation. Alors moi, j'ai commencé à le faire, mais je suis un petit peu toute seule, en fait, à poser des questions au ministre sur le sujet, et donc forcément, ça a beaucoup moins d'impact. Mais peut-être faudrait-il travailler commission des finances et commission développement durable ensemble pour avoir une sorte de printemps de l'évaluation du budget vert, pour que vraiment il y ait un moment dédié qui nous permette d'interroger le gouvernement sur leur stratégie pour sortir des dépenses fiscales qui sont marrons dans leur ministère. Et quand on voit les feuilles de route climat qui sont sorties de la part de 4 ministères suite à une demande du Haut Conseil pour le climat faisant suite à un Conseil de défense écologique, il n'y a strictement rien pour identifier des actions qui permettent de sortir de ces dépenses et de ces dépenses qui sont aujourd'hui marrons. Donc tout ça, encore une fois, nous en sommes au début. Il y a énormément d'actions à mettre en place. Je pense que le Parlement a un rôle à jouer, au-delà d'un rôle institutionnel, un vrai rôle peut-être de suggestion et de recommandation à faire au gouvernement pour sortir de ces dépenses marrons. Et peut-être qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le projet de loi de finances, encore une fois, mais je pense que le printemps de l'évaluation peut être un excellent outil. Et donc, c'est un appel qu'il faut faire au président des 2 commissions que j'ai citées pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Merci. Notre micro. Merci, Madame la députée. Non, il marche pas. Si, ça marche, pardon. Ces questions, d'ailleurs, de comptabilité, d'évaluation, nous n'avons pas eu le temps de les traiter dans ce colloque, qui était déjà très riche, mais je crois que la question devrait être reposée et que dans le cadre de la publication que nous prévoyons pour le printemps prochain, nous ressolliciterons une expertise et des débats sur ces questions-là qui sont centrales. Alors, Morgane Nicole, I4C conduit plusieurs études, plusieurs comparaisons internationales. Vous êtes présente donc au niveau national, international, territorial. Vous avez remis en septembre 2021 un rapport qui est très clair au cœur de notre sujet, de l'outil de transparence à l'instrument de performance. Voilà, donc c'est un peu tôt, c'est vrai, Madame la directrice du budget nous a déjà donné beaucoup de pistes concrètes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce développement des budgets verts, leur appropriation et les premières leçons qu'on peut en tirer? Madame Nicole. Merci. Alors oui, en effet, c'est un petit peu tôt pour revenir sur les exercices qui ont été faits en France. Et notamment, je vais vous donner quelques exemples et quelques bonnes pratiques, mais qui sont plutôt de l'ordre on va dire, de l'anecdote qui nous remonte pour l'instant, puisqu'on a prévu de faire cette analyse en fin 2022-2023 sur vraiment une analyse plus systématique des apports de ces démarches. Donc sur cette question de l'apport de l'exercice de budget vert et de ses limites, je voudrais insister sur 2 principaux apports qui ont déjà été mentionnés, mais je vais en donner quelques exemples, et puis je voudrais aussi donner quelques points d'attention et limites sur ces exercices de budget vert. Donc sur le principal apport de cet exercice, c'est bien entendu de pouvoir informer les discussions, les débats budgétaires sur l'ensemble des politiques publiques, être capable d'informer sur les enjeux climat qui sont derrière les différentes mesures budgétaires. Ça nous semblait important et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur cette question du budget vert, puisque le vote la construction puis le vote du budget sont des moments clés pour la mise en œuvre des politiques publiques. Donc c'est vraiment important de se poser la question, et c'est particulièrement compliqué sur cette question du climat, puisqu'on est sur quelque chose de transversal qui interroge l'ensemble des compétences, l'ensemble des services. Donc
c'est vraiment important pour nous que le vote du budget, qu'il y ait une vraie discussion en amont du vote du budget lors des débats budgétaires sur ces enjeux climat. Pour l'instant, Bénédicte Perrol nous disait que c'était pas suffisamment fait au niveau du Parlement. Je peux donner par contre une bonne pratique côté collectivité territoriale avec la métropole européenne de Lille qui, à l'issue du premier exercice qu'ils ont fait de budget vert, ont présenté en commission, par commission, l'ensemble des résultats, enjeu par enjeu. Ils ont vraiment pris le temps de la présentation et de la discussion par commission en amont du vote du budget. Donc c'était vraiment quelque chose de très intéressant avec une présentation vraiment large des enjeux et qui a amené discussion. Et également un point important, une bonne pratique dans cette présentation, c'est que ils sont vraiment rentrés dans les détails de la présentation. Donc c'était vraiment pas une présentation macro qui finalement veut pas dire grand-chose, mais vraiment une présentation sur par commission, là où sont les principaux enjeux et là où c'est principalement le plus important d'avoir la discussion, et en pointant également les contradictions qu'il peut y avoir entre différents enjeux environnementaux et là où il y a vraiment besoin d'un arbitrage politique sur ces enjeux-là. Le deuxième apport, et on en entend un petit peu moins parler parce que c'est un petit peu technique, techno même, j'oserais-je dire, c'est que cet exercice, il a un gros intérêt de sensibilisation de l'ensemble des services à ces enjeux environnementaux. Ça permet de bâtir un langage commun sur ces enjeux climat entre services, de partager les objectifs et d'avoir des discussions sur ces enjeux climat, quel que soit le service auquel on se rattache. Pour donner un exemple, donc ça marche quand la discussion est très large et que la remontée d'informations qui est demandée, l'implication des services est très large. Un exemple, c'est complètement anecdotique, mais c'est dans une collectivité, le département de développement durable nous a remonté que c'était la première fois qu'ils réussissaient à avoir une discussion avec les personnes responsables de l'achat de véhicules, parce que leur est arrivé le résultat que leur ligne achat de véhicules était marron. Et donc là, pour la première fois, ils ont réussi à avoir la discussion sur comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des achats de véhicules qui soient plus verts. Ça paraît juste anecdotique comme ça, mais en fait, quand on multiplie les exemples comme ça, service par service, ça peut vraiment avoir un impact important. Et puis parfois, il y a des étonnements aussi, des services qui sont presque déçus que leur ligne soit en neutre, voire en vert. Et qui disent mais non, un exemple de département de la communication qui était étonné parce que on consomme beaucoup de papier, donc quand même on devrait être en marron. Et donc c'est la discussion inverse, c'est oui mais ce qu'on cherche à faire c'est la compatibilité avec la trajectoire de neutralité carbone, et finalement le papier c'est pas vraiment ça l'enjeu. La question en plus à vous poser, c'est comment est-ce que vous pouvez agir pour sensibiliser les citoyens, etc. Donc voilà. Donc on voit bien que c'est des apports qui vont prendre du temps, puisque c'est le temps de la discussion, c'est le temps de la compréhension commune, etc. Mais que ça peut vraiment avoir des apports sur le long terme. Après quelques points d'attention. Donc un premier point d'attention, j'ai un peu mentionné déjà, c'est celui de ne pas trop réduire la complexité. On est bien sur un objectif qui n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais qui est bien de poser là où il y a des questionnements à avoir. Et pour pouvoir poser là où il y a des questionnements à avoir, c'est important de montrer la complexité des enjeux. C'est bien une question d'informer la discussion et non pas de clore la discussion. Et puis un autre point d'attention, c'est celui que ce soit vraiment un exercice qui implique très largement, donc au niveau des services, que la remontée d'informations soit vraiment très large au niveau des services, et puis que ce soit une discussion qui ait lieu vraiment au niveau du vote du budget, qui implique un peu tout le monde.
Un dernier point, parce que c'est une frustration qu'on nous remonte assez souvent, c'est celle de « Ah, mais finalement, cet exercice ne nous dit pas si notre budget est aligné avec une trajectoire de degrés, si les moyens qui sont mis sur la table sont suffisants. » Alors, en effet, cet exercice, pour l'instant, à l'heure actuelle, ne permet pas de faire ça. Il permet de dire ligne par ligne si la ligne budgétaire est compatible avec une trajectoire ou non, mais au niveau du budget, c'est pas possible d'avoir cette réponse parce qu'on n'a pas de cible pour l'instant. Et sans cible, on est incapable de dire, enfin, ça ne peut pas être un outil de pilotage tant qu'on n'a pas une cible. Et donc, ce sur quoi nous, on travaille et on insiste en ce moment, c'est de dire que c'est important d'avoir cette cible, cette trajectoire des finances publiques pour le climat, qui justement donnera la cible, donc un plan de financement, une stratégie des finances publiques pour le climat, et donc traduire la stratégie, que ce soit au niveau national, la stratégie nationale bas carbone, ou au niveau des collectivités, SRADET ou PCAET, qu'il soit traduit en une trajectoire de finances publiques qui nous permettent ensuite de vraiment piloter si les moyens qui sont mis dans chaque budget sont suffisants pour atteindre les objectifs de la stratégie climat. Merci. Alors, l'achat public, la secrétaire générale de Bercy nous l'a dit tout à l'heure, c'est un formidable levier quand même pour agir sur plusieurs paramètres. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'activités, beaucoup de services, beaucoup d'enjeux. Donc c'est vrai que c'est un domaine très très important, elle nous l'a dit très clairement. Alors, justement, les collectivités locales, Stéphane Perrin, vous êtes vice-président de la région Bretagne, vous avez d'ailleurs organisé un colloque sur ces questions-là. Quelle est l'action de la région en ce domaine, les difficultés que vous rencontrez, vos premières leçons? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour à tous, merci de nous inviter. D'abord pour permettre de nous exprimer, et puis aussi parce que je crois que je vais repartir de ce colloque en ayant déjà appris une chose, c'est qu'on était tous face au même questionnement, qu'on soit l'État, qu'on soit les collectivités, qu'on soit un organisme de réflexion. On a tous les mêmes questionnements, on est tous dans les mêmes problématiques méthodologiques à lever, et je crois qu'on va beaucoup apprendre les uns des autres finalement dans cet exercice. Alors la région Bretagne, elle va présenter son premier budget vert pour 2022. Pour l'instant, ce que nous avons fait, c'est que nous avons testé l'outil sur notre compte administratif avec l'appui d'i4C qui nous a accompagnés dans cette démarche. Un test sur deux premiers axes sur la lutte contre le changement climatique et une expérimentation, un début d'expérimentation sur le chapitre de l'adaptation au changement climatique. Il reste après 4 autres axes à expertiser sur 27 200 lignes budgétaires. Et donc quand vous croisez 27 200 lignes budgétaires avec 6 axes, ça fait plus de 160 000 questions auxquelles il faut répondre. Avec à chaque fois les questionnements qui ont déjà été soulevés. Alors je pourrais donner des exemples bretons. Quand vous faites un polder à Brest qui est destiné à accueillir des énergies marines renouvelables, si vous regardez l'objectif, oui, vous êtes plutôt dans le vert. Si vous allez sur le chantier aujourd'hui, c'est pas très vert. Vous allez voir des camions circuler, vous allez voir du béton qui est coulé. Donc forcément, c'est quelque chose qui est extrêmement, qui demande à se poser beaucoup de questions. Les premiers enseignements que je retire de notre test, c'est que nous serons face à un outil qui sera nécessairement complexe. Il faudra admettre cette complexité-là. L'admettre à un moment où la demande sociale sur le sujet de la transition est très fort. J'imagine que les gens voudront avoir une lecture aussi simple, je parle cette fois-ci du citoyen, aussi simple qu'une ligne budgétaire à lire en euros qu'on évalue en évolution d'une année par rapport à l'autre. Mais ça ne sera jamais le cas. Ça, c'est un outil qui sera nécessairement complexe parce qu'il y a les questions méthodologiques que je viens d'évoquer. Et ensuite, il faudra faire comprendre qu'une dépense qui, sur un axe, va être positive, ne le sera pas sur un autre axe. La deuxième chose, c'est que quand on a fait le test sur le compte administratif 2020, sur l'axe
que j'ai évoqué tout à l'heure, de la lutte contre le changement climatique, nous avons beaucoup de dépenses qui sont encore en neutre ou en indéfini. Et ça peut donner le sentiment que l'outil va être un peu déceptif. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'on retrouve la même déception qu'on a pu avoir au bout d'un moment sur l'application de la LOLF. Donc ça veut dire qu'il y aura pour partie du travail pour lever les questionnements sur la partie des dépenses dites indéfinies quant à leur objectif. Mais c'est vrai que nous avons testé par exemple l'outil sur ce qui représente pour nous un volume budgétaire important pour une région, qui est la formation professionnelle. Quand vous dites à votre direction de la formation, faites-nous un budget vert, bon, ils ne sont pas comme une poule devant un couteau, mais pas loin, parce que pour eux, ce n'est pas un questionnement qu'ils avaient l'habitude d'aborder, et ils ne savent pas a priori comment s'emparer du sujet. Donc il y a nécessairement aussi à se poser toutes ces questions-là, et l'autre élément, c'est que cette construction va prendre du temps et que donc lorsque nous allons vouloir raisonner en trajectoire, nous pourrons véritablement commencer à le faire de manière pleine et entière lorsque l'outil sera complet, donc lorsque nous aurons traité les 160 000 questions que j'évoquais tout à l'heure. Donc, certes, nous en sommes au début, on fait partie avec quelques autres collectivités plutôt de ceux qui sont en avance. C'est lié au fait que nous sommes dans une région 1 où le sujet de l'environnement et des transitions est très fort. Je ne vais pas vous faire un dessin sur l'impact sur le milieu de l'activité agricole, par exemple, qui est un sujet qui revient en permanence en Bretagne, donc qui appelle nécessairement une demande un peu plus forte qu'ailleurs. Et puis il y a aussi une volonté politique qui était celle de lancer une BRESCOP, une déclinaison régionale de la COP de Paris, qui maintenant nécessite qu'on ait des outils et qu'on passe à l'action. Une fois que les engagements sont pris, il faut pouvoir passer à l'action. Et pour pouvoir passer à l'action, c'est ce que vous disiez, madame, à l'instant, il faut avoir les outils pour objectiver les choses. Et très souvent, effectivement, nous étions bien en peine de pouvoir objectiver les choses. Donc, c'est une démarche qui va nous prendre du temps. C'est une démarche dont je note néanmoins qu'elle est très enthousiasmante pour nos services. C'est un vrai projet de collectivité, c'est un vrai projet d'administration aussi. C'est très mobilisateur pour nos équipes, c'est très mobilisateur positivement. Donc je note aussi que dans les comités de pilotage que je préside, en présence d'autres collègues, parce que c'est aussi il y a aussi une dimension de transversalité, et en cela, ça bouleverse aussi les choses dans le fonctionnement de notre collectivité. Le silo est interdit quand vous construisez un budget vert. Eh bien, je note quand même qu'il y a de l'appétit pour construire cet outil. Et puis, il y a déjà de l'attente auprès d'un certain nombre d'acteurs qui nous observent ou qui nous évaluent. Je pense par exemple à notre Césaire qui m'a déjà sollicité et va lui aussi avoir un regard avec toute la complétude qu'il incarne, c'est-à-dire que vous avez des questions lorsque vous présentez cet outil devant le Césaire, des associations environnementales qui évidemment vous interpellent et regardent avec beaucoup d'attention et notent, ont un point de vigilance, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand elles voient beaucoup de dépenses neutres ou indéfinies, sont un peu interloquées, mais vous avez aussi des acteurs économiques qui vous disent si c'est votre seul outil de décision, vous n'allez plus vouloir rien faire en termes de développement. Si vous poussez jusqu'à l'extrême la démarche et que vous ne recherchez que le vert absolu, est-ce que vous n'allez pas en rabattre sur le soutien au développement du territoire et au développement économique? Donc, toutes ces questions-là, on les voit déjà poindre exactement dans les mêmes termes que ce que vous avez évoqué. Nous sommes, comme nous n'en sommes qu'au début, probablement que nous n'avons pas encore complètement les questions d'organisation du débat politique autour de ce sujet du budget, c'est-à-dire qu'il va falloir ensuite qu'on voit comment dans notre discussion budgétaire nous-mêmes on intègre cette question-là. Pour l'instant, c'est quelque chose qui reste en suspens. Je ne sais pas si, pour reprendre le langage bercien, ça prendra la forme d'un jaune, ou si c'est dans la présentation des programmes que nous allons commencer à l'annexer ou à l'intégrer plutôt. On avait fait une première tentative sans méthodologie. Lorsque nous avions fait la BRESCOP, nous avons demandé à nos services d'évaluer quels étaient le niveau des dépenses qui étaient conformes aux engagements de la BRESCOP. Ce n'était pas une démarche budgétaire, c'était une démarche un peu empirique. Mais l'empirisme, ça ne marchait pas puisque les services nous ont sorti un grand tableau Excel avec des dépenses
eux-mêmes un peu perdus, sans savoir ce qu'ils devaient faire ou ne pas faire pour présenter le budget, ou en tout cas donner les indicateurs. Là, on sent qu'on est parti sur une démarche qui est beaucoup plus construite, beaucoup plus sérieuse. Et pour conclure, je dirais que je reviens à mon point de départ, c'est un outil qui sera nécessairement complexe, mais il faut assumer cette complexité. Cette complexité ne doit pas nous faire peur si, dans le même temps, nous sommes dans un exercice de transparence, c'est-à-dire les choix méthodologiques que nous faisons, les 160 000 questions auxquelles nous allons devoir répondre, nous donnons clairement les clés de compréhension pour savoir comment nous y avons répondu. Encore une fois, cette complexité, elle doit être assumée, même si probablement on va nous demander des choses simples et on aimerait avoir quelque chose de très simple avec des feux verts, orange et rouge. Mais je pense qu'il va falloir lutter contre cela et le faire en étant clair sur la transparence. Et je pense que avec les exercices d'open data qu'on pratique aujourd'hui, c'est un autre sujet, mais qu'on pratique aujourd'hui très largement, nous avons les moyens aussi d'assurer cette transparence. Donc nous sommes évidemment enthousiastes en s'engageant dans cette démarche et je pense très preneurs des partages d'expériences avec l'État et avec les autres collectivités. I4C, de ce point de vue-là, apporte un appui précieux pour pouvoir un peu développer les bonnes pratiques. Je termine vraiment cette fois-ci en disant quand même qu'on aura un autre sujet. C'est vrai qu'en fonction des collectivités, chacune va développer sa propre méthodologie et donc à un moment donné, comme c'est le cas sur le budgétaire proprement dit, il va y avoir des exercices de comparaison entre les collectivités et là, sans une standardisation des process, on risque aussi d'avoir une difficulté parce qu'on va peut-être comparer des choux et des carottes. Mais là, c'est pour l'avenir, on n'en est peut-être pas encore. C'est une vraie question. Et pour cela, vous avez besoin d'être aidé par I4C ou par une expertise extérieure ou vous arrivez à vous organiser en interne? Alors, on est parti d'une collaboration avec I4C, qui se poursuit d'ailleurs. On a testé, on a appliqué la méthode I4C à nos budgets et quand on a vu parfois qu'il fallait procéder à des adaptations au regard des caractéristiques des politiques régionales, hein, voilà, c'est lié aux caractéristiques de cette collectivité. Donc je pense que maintenant on va être dans un processus itératif, c'est-à-dire qu'on va au fur et à mesure qu'on teste l'outil, voir comment on améliore le dispositif. Mais je reprends l'exemple que j'avais pris tout à l'heure lorsqu'on a essayé de faire les choses de manière empirique et par nous-mêmes. En réalité, on est arrivé à quelque chose qui relevait du bricolage et il n'y a rien de pire que faire du bricolage. Alors, sur la matière budgétaire de manière générale, évidemment, mais sur un sujet qui a une telle sensibilité politique, c'est pire que tout. Donc, il était à l'évidence pas possible de le faire par nos propres moyens et on a toujours besoin de regards extérieurs dans ces exercices-là. Merci beaucoup. Alors, on a déjà des questions, mais qui relèvent un petit peu de notre deuxième temps, finalement. Comment on va faire évoluer cet outil pour le rendre plus utile? Bon, on a eu déjà quelques interventions intéressantes sur la question de la complexité. Alors, est-ce qu'il faut être plus précis au risque de la complexité et du temps passé à affiner l'outil, ou être plus simple, mais à ce moment-là, il va nous échapper des choses? Comment on définit, comment on fait évoluer cette méthodologie dans laquelle le commissariat général au développement durable a été très actif? Alors, Thomas Le Sueur, comment vous pouvez nous indiquer comment cet outil va évoluer en fonction de votre expérience sur cette méthodologie très poussée qui a été appliquée? Voilà, complexité versus simplicité, connaissance versus opérationnel. Voilà, comment ça va évoluer tout ça? Merci, cher Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir intervenir dans ce colloque du centenaire et dans le prolongement de ce qui a été dit, auquel je souscris, notamment par Mélanie Joder, parce qu'en effet, ce travail, c'est un travail main dans la main, si j'ose dire, entre la direction du budget, le CGDD, et également la direction générale du Trésor et la direction de la législation fiscale. Je les cite parce que c'est pas si fréquent, finalement. Des coopérations extrêmement efficaces et dans un excellent état d'esprit entre nos différentes maisons qui, pour plein de raisons, peuvent parfois être
enfin dans une forme d'opposition et de débat. Voilà, là vraiment, on a travaillé ensemble et on continue à travailler ensemble. Je veux vraiment le saluer. Alors, je trouve que cette méthodologie, qui est encore récente, elle a déjà fait ses preuves. Elle a fait ses preuves parce que on a en peu de temps quand même finalement, sur la base en effet de l'amendement porté par Bénédicte Perrol, construit une méthodologie via des inspections et mis en œuvre cette méthodologie surtout à travers les 2 premiers opus de ce budget vert. Et ça marche. Et ça marche parce que ça apporte quelque chose dans le travail interministériel. Bien sûr, ça apporte un peu de travail, ça c'est pas le côté le plus positif, mais comme ça a été dit par plusieurs, ça conduit à poser des questions. Ça conduit à se poser des questions, et c'est vraiment ça dont on a besoin. Et ça, c'est assez libérateur même, parce que ça permet d'avoir des débats. C'était l'exemple des véhicules et de l'échange entre le service budgétaire et le service d'achat des véhicules, et on a ça partout. Parfois même d'ailleurs avec un petit peu de questions sur pourquoi moi je suis dans les neutres et pourquoi on me pose pas la question. Donc c'est vraiment cette méthodologie, elle fonctionne, mais je veux quand même dire qu'elle est très lourde, et pas encore, disons, industrialisée et bien mécanisée. Alors quels sont les points d'approfondissement et les domaines sur lesquels on considère, on pense qu'il faut travailler davantage et progresser aussi dans les concepts dans les prochains mois, les prochaines années. Il y a d'abord toute cette grande masse des dépenses de fonctionnement. Je salue ce qu'a dit Madame la secrétaire générale du ministère sur services publics éco-responsables, les achats publics durables, toutes ces démarches qui sont aujourd'hui intégrées à l'action publique et cohérentes avec ce budget vert, mais pour l'instant, on n'a pas fait de lien entre le budget vert et ses dépenses. On n'a pas encore été en mesure d'inscrire, par exemple, des dépenses qui seraient qui seraient réalisées au titre des services publics éco-responsables comme relevant du budget vert. Pourtant, il y aurait une logique à la fois d'incitation, de valorisation et puis de cohérence sur le fond à le faire. Donc, toute la masse quand même des dépenses de fonctionnement est un sujet d'approfondissement. Peut-être un autre sujet, c'est l'articulation avec les engagements européens. C'était un petit peu évoqué par Mélanie tout à l'heure, Mélanie Geder. Dans le plan de relance, il y a une part verte, mais cette part verte, elle est aussi une exigence dans le cadre du refinancement par l'Union européenne. Et donc, il faut bien articuler ce que nous, on met dans le budget vert en disant que c'est vert, et ce qui va être qualifié de vert au titre de cette prise en charge au niveau de l'Union européenne. Si on a des ajustements, ça rend les choses compliquées. Donc, et comme ce qu'on a qualifié de vert, ça a été dit, c'est au titre de 6 axes, alors que l'Union européenne est sur un principe de ne pas porter atteinte, do not harm. C'est pas exactement la même méthodologie, donc l'alignement ne va pas de soi, même si l'intention est la même. Il faut quand même entrer un peu plus dans le détail. Puis peut-être un troisième volet sur lequel je pense qu'il faut qu'il y ait des travaux méthodologiques et de mise en œuvre qui s'accentuent encore, c'est le domaine du numérique. Là aussi, ça a été évoqué en introduction au titre des enjeux de maîtrise des effets environnementaux, mais c'est pas facile de les qualifier. Alors, ça rentre un petit peu dans le volet fonctionnement, mais pas uniquement, parce qu'il y a beaucoup d'investissements dans le numérique, et ça nous semble être un champ d'action. Peut-être, j'en ajoute quand même un, alors encore plus complexe à traiter, et peut-être pour un peu plus tard, c'est la question des fuites de carbone. Vous savez que lorsque Bénédicte Perrol a évoqué le cas, par exemple, de la fiscalité défavorable à l'environnement, mais rétablir une fiscalité, rehausser le niveau de fiscalité sur, par exemple, les transports routiers, ça peut conduire à accentuer les pratiques consistant pour des camionneurs étrangers à faire le plein juste avant d'entrer sur le territoire français, à traverser le territoire et à refaire le plein juste après, à n'avoir rien changé à leurs pratiques et juste provoquer une fuite de carbone. Voilà. Donc, faut pas non plus ignorer ces effets-là. Il faut en tenir compte et peut-être aussi les mesurer. Voilà quelques éléments qui peuvent être des points d'approfondissement. Pour autant, je crois que la vertu, ça a été dit, de ce budget vert, c'est à la fois le processus
des services et de l'élaboration, qui est assez fin, assez vaste, 160 000, je n'avais pas fait le calcul matriciel, 160 000 questions, ça fait un peu peur quand même, il faut bien le dire. Mais il y a la vertu dans ce processus, et puis il y a le produit final, ce budget vert, dont il faut qu'on progresse sur la pédagogie de la signification qu'il peut apporter. Qu'est-ce qu'il apporte et qu'est-ce qu'il n'apporte pas? Ça reste un document macro. Voilà, c'est pas. Alors, comme on est dans le budget, on met parfois des montants à l'euro parce qu'on flèche des dépenses budgétaires en disant qu'elles sont vertes ou pas vertes. On les qualifie, mais en réalité, l'effort se mesure davantage en proportion, en tendance et en chiffres un petit peu globalisés. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. C'est pas le filtre qui permet de faire la décision dépense par dépense. C'est pas ça son esprit. Parfois c'est pas compris. C'est pour ça que je me permets d'insister. Toujours dans l'axe d'effort de la pédagogie, je pense qu'il faut se dire que ça reste un exercice qui est davantage qualitatif. On qualifie les dépenses, on ne mesure pas encore leur effet, leur efficience climatique, si j'ose imaginer un concept qui est encore, je pense, un peu émergent, et encore moins le lien avec les trajectoires. On n'y est pas encore du tout. Donc il faut qu'on l'assume. Je pense qu'il faut aller vers tout ça, mais ça prend un petit peu de temps, et ça a été dit, on est plutôt les pionniers. Il faut qu'on apprenne à maîtriser tout cela et à progresser pas à pas. Et puis moi, je vais insister sur le fait que je crois beaucoup, effectivement, qu'il faut que le Parlement s'engage et s'empare de ce sujet. Je crois que plus on aura de profondeur historique de ces données, plus on verra les tendances. Et je crois que l'information capitale, elle est bien dans ces tendances. Et à cet égard, l'état méthodologique de nos travaux, même s'il y a des points de progression que j'ai essayé d'esquisser, permet déjà, au fur et à mesure, de commencer à voir se dessiner des axes de progression, et je crois qu'on peut le dire, on avance. Voilà, on avance sur le plan méthodologique et on avance sur le fond. Après, on peut avoir un débat sur est-ce qu'on avance assez vite, mais c'est déjà important de savoir qu'on avance parce que là, on le mesure. Merci, monsieur le commissaire. Alors, je vais donner la parole à Bertrand Artigny, qui est vice-président de la métropole de Lyon, qui est avec nous en vidéo pour nous dire comment, dans les collectivités, on peut justement faire évoluer cette démarche, quels sont les problèmes qu'on rencontre et qu'est-ce qui marche. Hein, c'est vrai qu'on a tous eu le vertige tout à l'heure, les 160 000 questions, c'est du mon Dieu. Comment faire? Alors, dites-nous, comment vous faites? Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous remercier, Madame Lamarck, pour cette invitation. Fort intéressante, c'est un sujet effectivement sur lequel nous travaillons depuis, quand je dis nous, c'est la métropole de Lyon, parce que je suis en responsabilité depuis le mois de juillet, et bien que j'étais dans la majorité, dans l'exécutif précédent, dans le mandat précédent, je n'étais pas en responsabilité. Et les questions qui ont été évoquées, enfin en tout cas certaines réponses qui ont été abordées, sont aussi des éléments de réflexion que nous avons depuis plusieurs mois, de façon à rentrer dans cette mécanique du budget transition écologique, ou budget vert, appelons ça comme on voudra, de manière en tout cas à avoir des réponses à apporter à nos concitoyens, et aussi à entraîner les équipes, tant élues que de l'administration, dans cette démarche. Juste un point, j'ai noté pas mal de choses, parce qu'il y a, dans la question que vous me posez, en fait, il y a beaucoup de réponses qui ont déjà été données. Donc, j'ai noté certains éléments, je vais revenir dessus, mais tout d'abord, je voulais revenir sur la notion de la complexité. En fait, moi, je n'oppose pas complexité à simplicité, parce que je pense que il faut admettre la complexité, mais ce n'est pas une opposition à la simplicité. L'opposition à la simplicité, c'est compliqué. Donc, je crois que le travail qu'on doit faire, c'est effectivement d'admettre la complexité. Ça, je suis tout à fait d'accord avec notre collègue de Bretagne. Mais il faut travailler sur une simplicité ou une simplification de façon à rendre l'exercice compréhensible et lisible. Pourquoi je dis ça? Parce que la difficulté à laquelle on est confronté, c'est la question de la redevabilité par rapport aux citoyens. C'est-à-dire qu'on doit effectivement être clair sur les objectifs stratégiques et les buts opérationnels, en tout cas, qu'on peut se fixer. Il faut assumer la responsabilité de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Et il faut aussi accepter d'être sanctionné, ou critiqué, voire challengé.
Et je pense que les différentes actions qui sont menées aujourd'hui devraient permettre en tout cas de pouvoir comparer un certain nombre d'approches et effectivement d'être critiquées, challengées de façon à être dans un esprit d'amélioration. Donc ça veut dire qu'en fait, concrètement, c'est quelles sont les dépenses qui vont contribuer à la transition écologique et à la justice sociale, pourquoi et à partir de quel diagnostic on les fait aussi, parce que ça c'est aussi quelque chose qui peut être posé, pourquoi on va engager telle dépense, pourquoi on l'engager de telle manière, quel est le but recherché, et enfin, quelle est la lisibilité de l'action politique et finalement la gestion tout à fait correcte, en tout cas recevable, à la fois des ressources et des moyens. Donc par rapport à la population, par rapport aux citoyens, on a ce devoir de redevabilité, de clarification, de transparence des actions que nous engageons. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure mais ce sera éminemment complexe, évidemment, ce sera clair, ce sera complexe, il va falloir aborder un certain nombre de sujets, on l'a dit tout à l'heure à plusieurs reprises. Certaines actions seront bénéfiques pour l'adaptation au changement climatique, mais en tout cas ne le seront pas pour la biodiversité et vice-versa. Donc effectivement c'est complexe, mais on ne doit pas pour autant rendre le sujet compliqué. Alors après il y a un travail, mais ce travail-là doit être fait aussi en interne, parce qu'il y aura des équipes, ça a été évoqué tout à l'heure, qu'il va falloir effectivement entraîner des directions, il va falloir entraîner des équipes, il va falloir entraîner des administrateurs, de manière à ce que l'on puisse effectivement s'inscrire dans cette démarche-là. Donc en fait, il faut sortir, de mon point de vue, de la notion d'expertise. C'est-à-dire que le problème qu'on a rencontré à la métropole, en tout cas quand j'ai pris mes responsabilités au mois de juillet, qu'on m'a fait un état de la situation, j'ai rencontré quelques personnes, très peu nombreuses d'ailleurs, qui avaient passé beaucoup de temps. Alors je crois qu'il n'y avait pas 160 000 questions, mais en tout cas il y avait beaucoup de lignes et beaucoup de questions qu'on pouvait se poser, effectivement, qui ont fonctionné un petit peu en autarcie et qui ont défini ce qui était favorable, défavorable, neutre, etc. Et en fait, la conclusion à laquelle je suis arrivé, la première, c'était de dire, finalement, si on continue dans cette voie-là, on va finir par avoir un petit collège d'experts qui va travailler en son coin, qui va annoncer qu'on est dans une trajectoire de transition écolo, favorable ou défavorable, enfin, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais en fait, finalement, ce sera pas partagé par l'ensemble des directions et on restera sur une approche un peu cosmétique, excusez-moi l'expression. Et puis en deuxième lieu, la difficulté, mais ça a été évoqué à l'instant sur la question du budget de fonctionnement, on finit par avoir un ensemble de dépenses dont on ne sait pas si elles sont favorables ou défavorables. Pour vous donner un petit exemple quantitatif, sur le compte administratif 2019, seulement 11% des dépenses ont été identifiées comme défavorables ou favorables et 89% des réponses, enfin des lignes budgétaires en tout cas, ont été identifiées comme étant neutres ou indéfinies. Donc c'est clair que quand on part sur un travail qui nécessite beaucoup d'actions, une intensité d'action d'un très petit nombre d'experts et qu'on arrive à un résultat de 89% de neutre ou indéfini, eh ben on a du mal à entraîner derrière soi en tout cas toute une administration. Donc il faut absolument qu'on soit dans une optique de faire adhérer les équipes, de leur montrer en gros quelles sont les intentionnalités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, sur quelle direction on veut aller. Donc la question des références se pose, la question des objectifs se pose. Donc tout à l'heure on a parlé du PCAET, c'en est un. Il y a aussi le SPAR, il y a le PLUH qui peuvent en tout cas nous donner des indicateurs ou des orientations très fortes. Donc quelles sont nos intentionnalités, quelles sont nos actions. Tout à l'heure il y a une question ou une remarque qui a été formulée que je trouve extrêmement pertinente sur, je crois, c'était la construction d'une route, ou je ne sais plus exactement, enfin un investissement, je ne sais plus quel a été exactement lequel, avec l'intervention de beaucoup de camions, des dégradations concernant la biodiversité, l'écoulement des eaux, etc. Donc comment effectivement notre réalisation contribue, en tout cas est bien cohérente avec les actions que nous souhaitons poursuivre. Et puis enfin, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure aussi, la question de la durée dans le temps. C'est-à-dire, si demain je construis par exemple une piste cyclable, tout le monde va dire c'est très bien, c'est très chouette, ça va contribuer à atténuer les émissions carbone. Mais si cette piste cyclable a été posée à un endroit où personne ne l'utilise, ben finalement je m'aperçois que dans la durée, ce ne sera pas forcément très vertueux. Donc, il faut qu'on se pose ces trois questions, il faut qu'on entraîne l'ensemble des directions sur l'intentionnalité, sur les actions,
et sur la durée dans le temps, enfin, en tout cas la progressivité, on peut appeler ça comme ça, de manière effectivement à avoir quelque chose qui soit assez lisible. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il faut que ce soit quelque chose qui soit compréhensible à la fois en interne et en externe. Donc, j'utilise une phrase qui est souvent utilisée dans le handicap, qui s'appelle facile à lire et à comprendre. Donc, effectivement, il faut que l'action soit lisible et compréhensible. Par rapport aux critères qui ont été évoqués tout à l'heure, au niveau de la métropole de Lyon, à ce jour, on ne va pas partir sur 6 critères, mais on va en diminuer un. On va partir sur 5 critères, en fait, tout simplement, parce qu'on souhaite ne pas avoir trop de redondance, et on a estimé qu'il y avait un critère qui était peut-être redondant par rapport aux autres. Donc, on va limiter le nombre de critères, et aussi, on va se limiter sur l'appréciation au niveau des critères, sur ce qui est favorable, défavorable, ou ce qui est le statu quo. Et effectivement, il nous a semblé plutôt important de ne pas repartir dans une notation, comme c'était invoqué tout à l'heure, de -1 à +3 au niveau du budget, parce que je pense que ça va effectivement rendre les tâches un peu plus compliquées et difficilement compréhensibles. Donc, l'enjeu que l'on a aujourd'hui, c'est vraiment de partir sur des références, sur des indicateurs, comment on pourra effectivement les mettre en œuvre, comment on pourra les suivre dans la durée. Et je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant l'efficacité de ces politiques publiques. Il va falloir forcément à un moment ou à un autre se reposer la question de la pertinence des indicateurs que nous sommes amenés à choisir dans les semaines et mois à venir. Voilà rapidement en tout cas ce qu'on peut, de mon point de vue, faire de façon à faire en sorte que les collectivités territoriales, excusez-moi, et tout particulièrement la métropole, peuvent mettre en place pour que ce soit facile en tout cas que l'administration puisse s'emparer de ce sujet. Voilà. Merci, Monsieur le Vice-président. Alors, je vais me retourner vers le couple budget-parlement, puisque on évoque quelquefois les risques de cet outil. On a dit il ne faut pas faire une LOL verte. Il y a même des plus anciens, nous sommes nombreux ici, qui se rappellent de la RCB des budgets blancs. Bref, le souci de ne pas produire, quelquefois d'ailleurs à la demande du Parlement, une information compliquée qu'on essaie de simplifier. Je suis d'accord avec vous que c'est compliqué d'être simple, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Madame Perrol, Madame Joder, sur cet outil? Comment éviter des erreurs qu'on a pu faire par le passé, que cette information ne tombe pas à l'eau, que le Parlement ne demande pas une information qu'il n'utilise pas, ce qui arrive souvent? Est-ce que là-dessus, on peut essayer d'anticiper pour ne pas être déçu? Alors, je suis désolée. Merci. Oui, effectivement, il est très important maintenant que la dynamique de la démarche est enclenchée, qu'on puisse vraiment utiliser ce budget vert. D'abord, je voudrais quand même donner une toute petite lueur d'espoir sur les sujets de complexité, parce que je pense qu'il y a aussi un moyen de parce que quand on dit 160 000 lignes, on a un peu l'impression qu'on est devant une montagne insurmontable. Mais côté budget État, on n'a pas été aussi ambitieux quand même. Je voulais juste le dire parce que je crois que c'est important pour qu'on n'ait pas l'impression que la démarche est complètement une sorte de Sisyphe inatteignable. Sur le budget de l'État, on a à peu près 150 programmes. On a coté à l'action. On va se dire qu'en moyenne, il y en a 4 ou 6 au maximum. Donc, si on se dit 4 et on a coté à l'action ou à la sous-action, mettons 6, on doit être à 900, si j'arrondis à 1000 à tout casser, et 1000 fois 6, ça fait 6000. Et je pense que déjà, je pense que c'est déjà un majorant. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même moyen aussi de regrouper des lignes cohérentes, simplement pour pas donner l'impression aux collectivités qui nous écoutent que c'est très difficile d'arriver à ces cotations. Alors pour revenir à votre question sur l'utilisation, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il faut vraiment, et Dominique Perrol l'a dit tout à l'heure, que le Parlement interroge l'administration. Et effectivement, le printemps de l'évaluation, qui est le moment où on parle de l'exécution du budget de l'État, est vraiment un moment clé. Et il faut donc que
voilà, que les responsables administratifs, au sens responsable de programme, qui sont quand même responsables de leur crédit, nous-mêmes à la direction du budget, on soit questionnés sur ce sujet pour que on puisse ensuite vraiment s'appuyer là-dessus et en faire un angle incontournable d'analyse de la dépense publique. Et je pense que ce restera vraiment le point principal. La deuxième chose, c'est que je pense aussi qu'il faut quand même encore qu'on fasse des efforts pour aller au bout de la démarche. On a encore des questions de champ. Alors, on n'est pas encore complètement capable de coter l'ensemble de la dépense publique. Pour l'instant, on cote le budget de l'État. On n'a pas réussi à coter toute la dépense publique, notamment parce que les collectivités locales démarrent tout juste et vont avoir nécessairement des méthodes un peu différentes, sauf à ce qu'on impose une démarche très descendante, mais ça paraît quand même compliqué. En revanche, il y a d'autres champs sur lesquels on peut et on souhaite progresser. Je pense notamment au prélèvement sur recettes pour l'Union européenne, ce qui nécessite de travailler en partenariat très étroit avec la Commission européenne sur la composition du budget et on est dans cette dynamique aussi. Donc on pense qu'on peut progresser là-dessus. On pense aussi qu'on peut progresser qualitativement sur encore certains domaines de la dépense qu'on n'arrive pas à analyser, par exemple les crédits immobiliers des différents ministères. Au-delà du compte d'affectation spéciale qui est consacré à l'immobilier, il y a aussi des crédits d'entretien et d'investissement immobilier partout dans les ministères et là-dessus, on sait que l'impact est fort et on pourrait, je pense, en faisant un effort supplémentaire, travailler là-dessus et progresser. Et puis, il y a aussi une question absolument fondamentale pour que ça perdure, c'est qu'on puisse ensuite s'emparer des dynamiques. Et donc pour ça, on a devant nous un très grand champ qui est de savoir aussi si on va pouvoir passer d'une cotation annuelle à une cotation pluriannuelle, c'est-à-dire vous savez que on produit des lois de programmation des finances publiques qui comportent des budgets triennaux avec des plafonds de dépenses par mission. Jusqu'à présent, ces plafonds n'étaient pas forcément déclinés par programme sur les années suivantes, en dehors de celles du PLF qu'on déposait en même temps. Donc en année 2, en année 3, on n'avait pas forcément une déclinaison suffisamment fine de la dépense pour qu'on puisse rentrer dans ce type d'analyse. Nous avons une nouvelle loi organique qui est en cours de finalisation sur la gouvernance des finances publiques qui va nous obliger à décliner les plafonds de mission par programme. Donc on voit qu'on commence à s'approcher de champs de possibles qui vont être beaucoup plus intéressants. Et donc si à terme, il n'y arrivera sans doute pas dès l'année prochaine, mais si à terme on arrive à coter avec un champ de vision et une pluriannualité plus forte, alors là, on aura des choses vraiment intéressantes à regarder sur l'évolution. Et sur l'évolution, pas forcément uniquement en volume, parce que c'est pas parce que forcément la dépense augmente qu'elle est bonne. Je suis quand même directrice du budget, donc je suis obligée de vous le dire aussi directement que ça. Mais en revanche, de regarder des ratios peut être intéressant. Par exemple, des ratios de dépenses brunes sur dépenses vertes. De voir un petit peu les dynamiques d'évolution, ça, je pense que ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Et si c'est beaucoup plus intéressant, ça intéressera aussi plus largement, je l'espère, le Parlement. Merci. Oui, cette dimension la pluriannuelle est effectivement essentielle. La dimension budgétaire annuelle, quand il s'agit d'environnement, on voit bien qu'il y a un gap. Vous avez raison d'insister là-dessus. C'est des questions qui sont souvent posées, y compris d'ailleurs au niveau des collectivités locales. Donc, quelle stratégie pluriannuelle, ça se construit. Madame Perrol, j'espère que qui est toujours avec nous. Comment vous réagissez dans ce dialogue Parlement-budget, les outils, faire évoluer les outils, pluriannualité, programmation, etc. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, déjà dans un premier temps, et on l'a vu dans nos discussions, c'est un sujet qui est vraiment, dont l'administration s'est vraiment emparée. Et je peux en témoigner et je profite à chaque occasion pour remercier l'administration de s'être emparée de cet outil parce que c'était loin d'être gagné au départ. Moi, j'ai vécu depuis le tout début, la naissance de ce budget vert et parce que, et notamment votre prédécesseur, Madame la directrice du budget, a aussi été vraiment moteur, Amélie Verdier, dans l'élaboration de cet outil qu'il a pu exister. Néanmoins, l'administration sait bien, mais il faut du politique là-dedans. Et aujourd'hui, chaque ministre ne sait pas forcément ce qu'il y a dans ce budget vert et ce qui relève par exemple de dépenses marron. Parce que moi je pense que le travail, la complexité, etc., elle doit être gérée par l'administration. Après, le politique, il est là aussi pour impulser une vision et une volonté
de sortir de ces dépenses marron. Encore une fois, et je reviens pas sur tous les débats qu'on a eus, une dépense marron, il y a parfois des explications, et notamment dans les 6 axes du budget vert français. C'est pas parce qu'il y a une petite pastille marron sur l'axe biodiversité qu'il faut mettre fin à cette dépense. Il faut engager en revanche un débat politique nécessaire. Je prendrai un exemple, le sujet des biocarburants, le sujet du nucléaire. Sur l'axe climat dans le budget de l'État, ça va être vert. Sur l'axe déchets ou l'axe biodiversité pour les biocarburants, on va être en marron. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas maintenir cette dépense? Alors, c'est pas ici c'est pas l'objet d'avoir le débat politique. Néanmoins, il faut en discuter. Et ça relève du politique. Moi, ce que j'ai fait, j'ai entamé une tournée des ministres pour essayer de leur parler, en tout cas à ceux qui m'ont répondu, parce qu'ils ne sont pas majoritaires à avoir forcément, je suis députée de la majorité, je le souligne, mais ils sont pas forcément, ils m'ont pas forcément accordé tous un entretien individuel pour qu'on puisse échanger et que je puisse les sensibiliser à ce budget vert, mais vraiment il faut que les ministères et les ministres s'en saisissent. Parce que dans la construction du budget, c'est effectivement là qu'on pourra faire bouger les lignes. C'est pour ça, et j'y reviens, mais que je pense que le printemps de l'évaluation, et pour faire en sorte que ce budget vert, cette annexe au budget, ne meure pas de sa petite mort, qu'il faut qu'on arrive à institutionnaliser au Parlement un moment dédié où on parle de ce budget vert et où cette discussion, elle participe de la construction du budget. Et donc aujourd'hui, le printemps de l'évaluation, ça reste quand même le meilleur moment. Je reviendrai sur la pluriannualité parce que c'est vrai que cet outil ne sera utile que dans une comparaison. J'avais formulé la demande, mais ça demande j'ai bien conscience, un travail titanesque, mais bon, que d'ici la fin du quinquennat, on puisse avoir finalement depuis 2017 une cotation du budget. On a quand même 3 ans, je crois, de recul parce que dans le rapport IGF-CGEDD, il y avait une cotation qui avait été faite. Alors même si certaines méthodologies ont évolué, ça nous fait quand même 3 ans de comparaison qu'on peut faire sur 4 ministères très importants, cohésion des territoires, environnement, agriculture, et j'en ai oublié un, mais néanmoins, on peut commencer à avoir cette pluriannualité. D'ailleurs, I4C a fait sur l'axe climat un travail très intéressant qui est revenu sur 10 ans de dépenses publiques, d'ailleurs en démontrant que les évolutions étaient plutôt positives. Et enfin, j'aimerais juste sur un point d'amélioration, et en tout cas de débat qu'il faudra dans le temps dont on continuera à discuter, je n'en doute pas, Thomas Le Sueur a bien insisté sur le fait qu'on n'était pas aujourd'hui on n'était pas encore sur un budget qui nous permettait de voir si on était bien en lien avec les trajectoires. Or, et l'intention du législateur et l'amendement que j'avais déposé, c'était bien un budget vert, ça sert à quoi? Un budget vert, ça doit s'assurer que finalement la France, elle est cohérente entre ses dépenses publiques et les engagements qu'elle a pris d'un point de vue international, d'un point de vue européen et du point de vue national, notamment à travers la stratégie nationale bas carbone. Il semblerait que ce soit un exercice très compliqué à faire. Aujourd'hui, le référentiel du budget vert, c'est l'amélioration par rapport à l'existant. Néanmoins, j'espère qu'on travaillera dans un sens où on pourra vraiment un jour arriver à vérifier ou en tout cas à avoir une certaine appréciation entre le budget vert et son alignement avec nos différents engagements. Je sais que c'est compliqué, mais néanmoins, je pense que vis-à-vis de nos concitoyens, c'est quand même très très important d'arriver à ça. Et un dernier mot, puisque je suis pas uniquement là pour faire le lien avec le gouvernement, je représente les Français. Il faut aussi, et ça c'est le travail que je mène avec les différents secteurs qui sont notamment concernés par des dépenses marron, mais qu'ils s'approprient le budget vert. Moi je suis je vous le dis là, fière et heureuse de voir que certains secteurs s'approprient ce budget vert. J'ai discuté avec les agriculteurs à l'occasion et la FNSEA pour ne pas les citer, à l'occasion de ce projet de loi de finances. Il y a 3 ans, c'est moi qui allais les voir pour leur dire bon, vous êtes concernés par ces fameuses dépenses fiscales défavorables à l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir? Quels accompagnements? Cette année, c'est eux qui viennent me voir en brandissant le budget vert en me disant bon, Madame Peyrol,
on a des propositions à vous faire, on aimerait qu'on travaille à des trajectoires de sortie de ces dépenses fiscales. Donc j'ai envie de dire, quand ça se passe comme ça, c'est ça aussi l'enjeu du budget vert. C'est pas uniquement qu'il y ait une discussion entre ceux qui apprécient les finances publiques et qui aiment bien gérer la complexité, c'est aussi que les acteurs se l'approprient et fassent des propositions. Et c'était le cas cette année, notamment sur le secteur agricole. Et alors, on n'a pas réussi totalement à aboutir sur le sujet, mais en tout cas, la dynamique, elle est bonne, elle est enclenchée. Et je crois qu'il faut continuer. Et je salue toutes les collectivités qui s'engagent dans ce travail complexe. Parce que voilà, je trouve que c'est un très très bon signal politique. Merci. Effectivement, oui, c'est positif et intéressant. Oui. Intéressant. La question de l'agriculture, là, M. Perrin l'a évoqué tout à l'heure. Pour la Bretagne, c'est important. Là, vous avez donné des informations très concrètes. Est-ce que la PAC n'a pas été un peu l'oubliée de cette démarche? Vous avez évoqué tout à l'heure l'augmentation du budget de la biodiversité, mais est-ce qu'on ne partait pas de très bas? Voilà. Donc, Thomas Le Sueur, sur ces questions-là, les sujets qu'on a peut-être un peu encore oublié, puisque le champ, Madame Joder l'a dit tout à l'heure, n'est pas encore complètement couvert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. Alors oui, sur la politique agricole commune, il y a une dimension d'éco-responsabilité évidente qui est suivie au niveau de l'Union européenne, hein, dans la construction même des financements, et désormais dans la traduction dans un plan stratégique national qui est en cours d'élaboration, de finalisation, et qui sera transmis à la Commission européenne à la fin du mois de décembre. Donc on peut imaginer, en effet, pour la mise en œuvre de cette nouvelle PAC, enfin on dit toujours que c'est une nouvelle PAC parce que c'est la suivante, de cette prochaine politique agricole commune, d'avoir un suivi, mais ça fait partie finalement des sujets que j'évoquais tout à l'heure, d'articulation avec l'Union européenne. Il faut que les méthodologies soient suffisamment homogènes, parce que si on produit quelque chose et puis que ce n'est pas reconnu par la Commission, on sera évidemment ennuyé. Donc parce que c'est un champ à ouvrir parmi d'autres, donc il faut qu'on hiérarchise les enjeux, mais vous avez raison, c'est la politique agricole commune, c'est beaucoup de crédits européens, et c'est beaucoup d'enjeux de lutte contre le changement climatique et de préservation de la biodiversité. Donc si on fait un palmarès des enjeux, c'est sans doute assez bien situé. Tout ne dépend pas de l'Europe. Il y a des responsabilités nationales. Alors, il y a un sujet redoutable que vous avez évoqué les uns et les autres, c'est la question de la méthodologie, de l'harmonisation des méthodologies, notamment au niveau des collectivités territoriales, dont on sait que c'est une dimension qui est toujours difficile à apprécier, mais il y a dessous des enjeux de cohérence, de mutualisation, de transparence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Thomas Le Sueur, Morgane Nicole, comment on peut essayer d'avancer dans ce domaine qui est redoutablement complexe? Alors, il y a plusieurs niveaux d'harmonisation. D'abord, je crois qu'on l'a peut-être pas explicité. Tout ça est parti d'une initiative de l'OCDE, et c'est devant l'OCDE que nous avons, que la France, quand je dis nous, c'est bien nous tous, présenté cette démarche et fait œuvre d'initiative un petit peu pionnière. Donc, il y a ce cadre international de travail et de partage, et peut-être d'homogénéisation. Maintenant, la question, c'est aussi celle qui a été évoquée tout à l'heure, de savoir comment on décline, on partage avec les collectivités locales pour étendre le champ ces enjeux méthodologiques. On est parti d'une méthode élaborée conjointement par des inspections, un cadre méthodologique qui serait proposé de la même façon par des inspections me semble une bonne manière d'avancer. Et une fois que ce cadre sera posé, et bien entendu, il a vocation à être posé en s'appuyant sur les initiatives des collectivités qui ont déjà pris l'initiative de démarrer et d'explorer. Eh bien, ce cadre méthodologique, la question se posera de savoir s'il faut en faire un référentiel, dur, c'est ce qu'évoquait Mélanie Joder tout à l'heure, enfin dur au sens imposé ou établi par la loi, ou en gardant l'initiative. J'ai l'intuition
même si c'est toujours un petit peu délicat de vouloir fixer des cadres trop stricts aux collectivités locales, qu'il y a un enjeu de comparabilité qui est très fort. Et ça, on obtient cette capacité à comparer que si on s'inscrit dans un référentiel commun. Donc, je pense quand même que la bonne démarche, ce serait, sans l'imposer, mais trouver un consensus pour qu'un cadre soit partagé entre toutes les collectivités locales. Morgane Nicole, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur cette question, alors déjà peut-être un point de clarification. La méthode qu'on a co-construit avec les collectivités et qu'on est encore en train de continuer à co-construire avec les collectivités, donc déjà, elle est disponible gratuitement et à tous sur notre site internet. Et il y a du document de synthèse pour les élus à l'annexe méthodologique de 100 pages avec ligne par ligne comment est-ce que nous on considère qu'il faut colorier. Nous, à I4CE, clairement, on n'a pas les moyens d'aller faire de la vérification de ce qui est fait derrière, mais en tout cas, il y a quand même une base d'harmonisation, possible si les collectivités s'en emparent, qui rentre très dans le détail en fait, parce qu'on on n'a pas couvert toutes les lignes de manière exhaustive, mais il y a quand même un certain nombre de libellés comptables sur lesquels on a mis des couleurs. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur comment disséminer cette méthodologie et faire en sorte que ce soit partagé, nous, on a fait le choix de passer par les associations d'élus pour ça, puisque ce sont les associations d'élus qui sont directement au contact des collectivités, qui ont les meilleurs contacts, on va dire, avec les collectivités. Et donc, par exemple, France Urbaine, il y a Christophe dans la salle, France Urbaine, dès le début de l'exercice, était présent à toutes les réunions de co-construction de la méthodologie. Et aujourd'hui, ils ont mis en place un groupe de travail d'échange entre collectivités sur le budget vert. Donc, c'est un travail qui continue aussi. Et au niveau région, le travail qu'on fait, il est avec Région de France, avec dans l'idée de la part de Région de France d'ensuite passer de la phase pilote avec quelques régions pilotes à une diffusion plus large au sein de ses membres de cette méthodologie. Donc on est quand même dans quelque chose, même si on n'a pas d'harmonisation, de labellisation, de certification, on est quand même dans une démarche qui se veut être essayer en tout cas d'avoir une harmonisation entre collectivités sur cela. Et juste peut-être aussi un point intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est lancé là-dedans. On était pré-municipal, il y avait eu un certain nombre de candidats qui avaient pris candidats municipaux qui avaient pris des engagements sur le fait d'avoir un budget vert et qui étaient très intéressés pour avoir un tiers de confiance, entre guillemets, qui sorte une méthodologie et que ce soit pas, qui ne puisse pas être taxé de greenwashing. Donc il y a vraiment de la part de l'ensemble des politiques de collectivités, ils voient bien l'intérêt d'avoir une méthodologie qui ne soit pas la leur pour ne pas pouvoir être taxé de greenwashing, entre guillemets. Donc voilà, juste un petit point sur la comparaison. Je suis d'accord sur le fait que tout ça, ça vaut. On fait pas ça juste pour le plaisir de faire cet exercice. Après, sur la comparaison entre collectivités, il faut être vraiment très précautionneux parce que on n'a pas du tout les mêmes contextes de départ. On n'a pas du tout les mêmes. Quand on est sur le bloc communal, on n'a pas les mêmes délégations de compétences entre communes et EPCI. Donc, vouloir comparer, honnêtement, nous, on est très très précautionneux et on dit qu'il vaut mieux pas comparer parce que sinon, par exemple, ça viendrait potentiellement donner un bonus entre guillemets à ceux qui auraient déjà fait beaucoup de choses dans le passé et qui en feraient moins aujourd'hui. Voilà, donc cette notion de comparaison, elle est très intéressante année par année et par rapport à une cible. Comparaison entre collectivités, ça me paraît un peu compliqué. Merci beaucoup. Alors du côté des collectivités territoriales, finalement, c'est à votre niveau que se passe l'essentiel des investissements à impact écologique, puisque vous avez les déchets, l'eau, l'assainissement, etc. Quels sont les compléments qu'il faudra apporter, puisque là on parle des budgets verts de l'État, un peu des collectivités, mais il y a toute cette dimension-là. Peut-être Bertrand Artigny, est-ce que du côté de la métropole, c'est une dimension sur laquelle vous pouvez apporter un éclairage? Excusez-moi, j'essaie de remettre. Oui, effectivement, on peut apporter un éclairage. Je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant les comparaisons n'est pas raison.
Et effectivement, les contextes environnementaux, les contextes sociaux sont très différents des uns des unes et des autres. Moi, je voudrais quand même insister sur le fait aussi que tout à l'heure, pour revenir sur la notion de compliqué, de complet, etc., peut-être qu'il est un petit peu trop tôt de partir sur un grand nombre de lignes budgétaires ou un grand nombre d'investissements sur l'ensemble de la PPI. Le choix qu'on a fait aujourd'hui au niveau de la métropole, c'est de partir sur un certain nombre d'objets. Pour rien vous cacher, donc il y a les collèges, les voies lyonnaises et l'agriculture, et de travailler à partir de ces différents éléments, de voir si une approche peut être utilisable pour être utilisée par la suite par l'ensemble des directions. Et j'aimerais en tout cas qu'on puisse comparer cette approche-là avec d'autres collectivités sur ces différents objets, de manière à ce que l'on puisse voir si on peut se nourrir les uns les autres des expériences qui sont en cours. Voilà, c'est effectivement. Alors, au niveau, on a parlé tout à l'heure de France urbaine. Moi, je suis aussi favorable à travailler avec France urbaine. Ça peut entraîner une dynamique assez vertueuse, en tout cas plusieurs synergies, et contribuer à faire émerger une méthodologie qui soit commune, en tout cas qui nous permette une approche commune, mais avec les réticences que j'évoquais tout à l'heure sur les résultats. Il faut bien se prémunir contre différents types de comparaisons. Sur la question du budget de fonctionnement, tout à l'heure je ne l'ai pas abordé, mais c'est vrai que pour nous, la méthodologie aujourd'hui n'est pas vraiment applicable, en tout cas, au budget de fonctionnement. Je ne vois pas comment je peux aujourd'hui qualifier de favorable ou défavorable une masse salariale, des dotations de solidarité aux communes, etc. Donc, il faut être très, très prudent concernant le budget de fonctionnement. En revanche, l'objectif que l'on a, c'est la transition écologique et la justice sociale. Donc, je pense, en tout cas, c'est des réflexions que nous avons, que je partage en ce moment avec certains de mes collègues, c'est que l'analyse, du budget de fonctionnement peut servir à comprendre si on est dans une trajectoire de transition de justice sociale, et notamment sur la question des budgets sensibles au genre, de voir si nos politiques sociales, finalement, impactent davantage les hommes ou les femmes, par exemple. Donc, d'une part, les investissements devraient nous permettre de nous assurer, en tout cas de vérifier si on est bien sur une trajectoire de transition écolo, à partir des référentiels que j'évoquais tout à l'heure, qui sont édictés par le PLUH, le PSAET et le SPAR. Et d'autre part, l'analyse du budget de fonctionnement devrait nous permettre de vérifier si on est bien sur une trajectoire de justice sociale, notamment à travers l'égalité femmes-hommes. Alors, question aux deux élus locaux. Comment vous traitez la question des délégations, puisque l'essentiel des services publics qui ont un lien avec l'environnement sont en délégation? Comment on cote? Je continue à répondre, c'est Breton qui répond. Mon collègue peut répondre, oui, allez-y. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, sur la question des délégations, on n'a pas encore, on n'a pas avancé. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que tout ce qui va être les objectifs qu'on se donne au travers du PSAET ou du SPAR devront être partagés par les différents partenaires, les différents délégataires. Aujourd'hui, on l'a dit à plusieurs reprises, la démarche est plutôt, on est au début, et comme je le disais tout à l'heure, il faut absolument que les résultats auxquels on arrive soient encourageants, soient motivants, d'une part par rapport aux citoyens et d'autre part par rapport aux équipes en interne. Donc aujourd'hui, on va d'abord travailler sur les modalités internes de mise en œuvre de nos politiques, comment l'intentionnalité et aussi la mise en œuvre, je l'évoquais tout à l'heure. Après viendra le temps de savoir comment on développe, sur quelle autre politique on développe, et avec les délégataires, comment on les intègre dans la démarche. Mais ils sont déjà intégrés, ou ils vont l'être en tout cas, sur les démarches relatives au PSAET et au SPAR. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est un peu comme ça que j'avais comprise. Oui, bien sûr. Oui, pour compléter, c'est vrai que, alors juste peut-être une précision sur les 160 000 questions, parce que j'ai l'impression d'avoir effrayé tout le monde. C'est parce qu'on a fait le test sur notre compte administratif. C'est pas la même chose de faire l'exercice sur le budget primitif. Alors là, je parle pour les collectivités.
Et d'ailleurs, c'est un enjeu méthodologique en soi. Pour revenir sur les délégations, c'est vrai qu'on a pas mal d'éléments qui sont liés à des délégations de services publics. Je pense par exemple aux aéroports, je pense au fonctionnement des ports pour la Bretagne, qui n'appellent d'ailleurs pas forcément d'engagement financier de la collectivité, au moins en rythme annuel. Il n'y a pas forcément de subvention d'équilibre. Donc c'est ce que j'appelle le hors-bilan pour faire une mauvaise comparaison avec la comptabilité privée. Et pourtant, on est sur des politiques majeures de la collectivité. Et donc la question qui se pose, c'est ensuite que tout ça doit faire système. C'est-à-dire qu'il y a le budget vert, mais il n'y a pas que ça. Ça fait système avec les schémas qu'a évoqué mon collègue. Alors pour la région, on peut évoquer le SRADET. Ça fait écho ou ça fait système avec ce qu'on doit déployer sur l'éco-socio-conditionnalité, par exemple, qui est une des démarches dans laquelle beaucoup de collectivités et la région Bretagne vont s'engager. Donc tout ça doit faire système, c'est-à-dire que le budget vert n'est qu'une brique de toute la démarche de transition, c'est un outil d'aide à la décision, et je souscris à ce qui a été dit précédemment. Moi je pense qu'immanquablement il y aura des comparaisons de collectivité à collectivité, hélas, serais-je tenté de dire, parce que c'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de raisonner en tendance. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on se fixe comme objectif. On part d'un point A et on voit comment on évolue à partir de ce point A. Ce qui fait d'ailleurs qu'il faut parfois convaincre nos directions de ne pas chercher à tout passer en vert à tout prix, ou du moins de ne pas se sentir stigmatisé parce qu'il y a beaucoup de rouge. C'est l'état de la situation à date. L'objectif, c'est de voir comment ça évolue au fil du mandat. Il faut pouvoir raisonner en tendance. C'est ça qu'il faut qu'on se dise collectivement. Là où je pense effectivement qu'il y a une vraie difficulté, c'est par rapport à des trajectoires bas carbone. Je prends l'exemple des lycées, par exemple, parce que pour une région, l'investissement, beaucoup les lycées. Quand vous mettez en place un plan énergie avec une trajectoire carbone, c'est comment vous faites le lien entre cette trajectoire carbone et puis la lecture de votre plan d'investissement sous le prisme d'un budget vert. Pour l'instant, la connexion entre les deux est compliquée à faire. Tout ça dans un contexte budgétaire qui est nécessairement contraint et qui fait qu'on n'a pas toujours toute capacité à tout faire au moment. Donc, il faut intégrer tous ces éléments-là. Ça reste une démarche dont je veux dire qu'elle est enthousiasmante, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des questions qu'on se pose, mais ça reste une démarche enthousiasmante. Mais pour qu'elle reste enthousiasmante et qu'on ne se mette pas tous en souffrance, il faut effectivement qu'on positionne bien les enjeux. Les enjeux, c'est des enjeux d'évolution, c'est des enjeux dynamiques dans le temps, et je souscris à ce qu'a dit Bertrand Artigny, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se dire que pour bien avancer, eh bien, il ne faut pas aller dans la recherche de l'exhaustivité, et moi je préside les comités de pilotage politique, parce qu'il y a un pilotage politique dans la collectivité. Je le fais avec d'autres collègues vice-présidents qui sont principalement intéressés par le sujet, et ce qu'on s'est clairement dit, c'est qu'il fallait qu'on prenne un rythme et qu'on le tienne, quitte à ne pas vouloir tout traiter, mais pour être sûr d'arriver au bout avec un outil qui soit riche et aidant. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. On pourrait éventuellement en prendre une, mais pas plus. Non? Voilà. Bon, il me reste à vous remercier tous pour nous permettre de comprendre comment l'expertise peut conduire à éclairer le débat public et à devenir un outil de transparence. Vous avez expliqué avec beaucoup de précision et de réalisme où on en est dans cette démarche et comment elle peut évoluer. Merci beaucoup, merci à tous. On va passer maintenant le relais à la table ronde 2. Merci à tous. Merci beaucoup.